Dernier rendez-vous de Actu Débat pour le camp de ce mois de juillet. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en studio avec moi. Nos invités déjà superbement bien installés. Jules Léandre Ketty, bonsoir. Bonsoir Brice Belaïtidi, bonsoir aux amis auditeurs de Radio Cotonou. Alphonse Moïse Soudé en face de vous, comme d'ordinaire tous les lundis. Alphonse, bonsoir. Bonsoir à vous, BBA, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons nous intéresser ce soir au discours à la nation du président de la République à l'occasion des 64 ans d'indépendance du Bénin. Nous parlerons surtout des attentes du peuple béninois. Nous parlerons également de la dernière attaque terroriste au parc W et la multiplication des attaques terroristes dans le nord Bénin. Et bien sûr, la possibilité pour le Bénin d'aller au-delà de la réponse militaire. Merci de vous installer, amis auditeurs, et à nouveau, bienvenue. Nous démarrons avec un élément maison, visite d'une délégation de haut niveau au Bénin, les attentes des opérateurs économiques. C'est le thème de l'émission Franc-Parler de ce dimanche avec comme invité El Hadj Rabiou Garba, président du syndicat national des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin. Pour l'invité de Benjamin Honoré Naoum, le calvaire avec la fermeture de la frontière Bénin-Niger est énorme pour le transporteur qui vit actuellement les pires moments de sa vie. Rabiou Garba. L'homme est comme une eau. L'eau, si vous fermez ce passage, il trouve autre. Donc, il y a eu un détour, un contournement que nous appelons contournement Cotonou-Kassoua. Vous tombez dans le Togo. Du Togo, vous descendez au Burkina. Du Burkina, vous marquez un long arrêt avant d'aller à destination qu'est le Niger. Ce que nous avons vécu et continuons un peu de vivre en passant par ce contournement, c'est pas facile. C'est la croix et la bannière. Pour de Cotonou jusqu'à Kassoua, le problème ne s'oppose pas. Maintenant, de Kassoua, rentrer au Togo, il faut quelques jours parce que la file, elle est longue. Du Togo maintenant pour descendre au Burkina, c'est aussi des semaines. Arriver au Burkina maintenant et faire cette traversée de Cotonou-Niamey via Burkina, c'est pas du tout facile. Vous êtes exposé. Il y a d'abord l'insécurité, il y a le temps. L'insécurité, vous avez 50-60% de chance à tomber dans les mailles des sans foi ni loi. Voilà, à l'instant, Rabiou Garba, il est président du syndicat national des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin. Alors, à l'entendre, Alphonse, les transporteurs ont trouvé un autre moyen de gérer leur quotidien, un moyen qui ne reste pas sans calvaire. Le calvaire est toujours la perspective pour les transporteurs. Ils en payent apparemment le lourd tribut. Oui, je crois qu'il y a quelques jours sur une télévision de la place, il a déjà fait un débat avec Rabiou Garba où il a exposé les mêmes risques. D'abord, le chemin est long et tortueux. Et ce n'est pas évident. Quand vous arrivez à destination, vous devez appeler pour rassurer les gens que vous êtes arrivé à destination. Et l'autre problème, je l'ai dit la dernière fois, c'est quand vous faites ce trajet-là, toutes les avaries, les produits avariés, le commanditaire, le propriétaire de la marchandise vous fait payer cela parce que la route a été longue, le chemin a été long, les produits ont eu le temps de se détériorer. Donc c'est un peu plus compliqué. Et vous avez encore sur ce tronçon-là des bandits qui peuvent s'attaquer à vous. C'est vrai que, des gens sont obligés d'exercer le métier pour vivre, mais il y a un gros risque. Et c'est pourquoi je dis, il faut que les choses aillent très vite pour que le corridor Cotonou-Niamey soit réhabilité afin que les gens reprennent le travail. Parce que faire tout ce détour-là avec les produits d'autrui, vous n'avez pas la chance. Il a dit 60%, et dans les 60%, vous perdez. C'est-à-dire qu'à destination, quand vous êtes payé, vous vous dites, mais j'ai fait tout ça pour ça, vous n'êtes pas payé normalement, on déduit le coût des avaries, et parfois les gens s'attaquent à vous, vous dépouillent.
Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, je plaide pour que les négociations, que le dégel aille très vite, que les gens reprennent l'habitude du corridor Niamey pour que les activités... Parce que quand vous travaillez, c'est quand même c'est pas pour le beaux yeux de quelqu'un, c'est pour engranger des bénéfices. Et si vous devez perdre tout ça là, ouais, passer des nuits peut-être dans des brousses, passer des nuits dans des endroits où l'insécurité sévit, c'est compliqué. Donc, moi, je voudrais que le gouvernement de mon cher et beau pays, le Bénin, avec celui du Niger, puisse aller très vite pour que les activités européennes, ça va rassurer, parce que j'ai toujours dit, ce ne sont pas les hommes politiques qui en souffrent, ce sont les gains petits, ceux qui vivent du transport, c'est qui en souffrent. Et quand vous souffrez trop, ça vous amène à vous révolter. Quand la révolte va commencer, ce n'est bien pour personne. Il faut que les choses aillent vite, véritablement. C'est ce qu'a dit Alphonse Jules Léandre. C'est le souhait d'ailleurs de tous les Béninois, encore plus celui des transporteurs. J'ai eu la chair de poule lorsque j'écoutais l'élément témoin que vous avez diffusé, la voix de Rabiou Garba. Parce que voilà des gens qui, malgré l'insécurité qui les menace, qu'ils vivent sur le chemin, le long et périlleux chemin qu'ils empruntent pour continuer à exister en tant que pratiquants de cette activité économique centrale, parce que transporteur et importateur, c'est-à-dire que l'activité ne se mène pas sans eux. Il y a des intérêts assez colossaux qui sont en jeu, et quand ça s'arrête une journée, c'est toute une chaîne de travailleurs qui se retrouvent donc au chômage. Ce sont des gens qui ne sont pas des salariés, c'est des gens qui vivent du flux d'activité qu'ils ont mené, qu'ils se retrouvent dans l'obligation, la triste obligation de devoir décrire même leur itinéraire, alors qu'il y a des questions de sécurité qui se posent. Vous voyez, j'ai l'impression que nous sommes en face de gens complètement désemparés, parce que ailleurs, si des spécialistes de la sécurité devraient leur donner des conseils, c'est de ne pas venir dire sur une chaîne de radio ou de télé que voilà, ils empruntent tel itinéraire pour contourner la situation de blocus qui se pose sur l'axe principal, autrefois utilisé, plus sécurisé, plus rapide et plus économiquement rentable qu'est l'axe Cotonou-Niamey. Mais je pense que ce cri de détresse également tombe dans un contexte et dans un timing qui est approprié pour faire davantage pression sur les autorités des deux pays, à qui moi je commence pas à accorder un crédit confiance assez fort, parce que j'ai l'impression que les autorités béninoises et les autorités nigériennes ont chacune de leur côté compris véritablement l'enjeu, l'urgence d'aller au dégel. Vous savez, j'avais dit dans ce même studio une fois, lorsque la crise de blocage du passage du pétrole nigérien par le Bénin était à son paroxysme, j'avais dit, mais pourquoi une ressource qui appartient à l'Afrique, qui appartient à deux pays africains, qui plus est ont la chance d'être donc limitrophes, ça veut dire qu'ils ne peuvent jamais se séparer, une ressource qui leur appartient, et on leur demande juste de s'entendre pour que chacun puisse y tirer et son profit. Pourquoi des gens doivent venir de l'étranger pour venir leur trouver la solution, pour venir jouer au médiateur pour qu'ils s'en sortent? Même la Chine, qui a donc en charge l'exploitation du pétrole nigérien, les acteurs chinois, il reste des acteurs chinois. Quand ils vont faire asseoir Nigériens et Béninois pour leur parler, pour les réconcilier autour des intérêts bénino-nigériens, eh bien, les Chinois ne parleront que au finish dans l'intérêt de la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Africains, comme on a constaté maintenant, est-ce que vous avez observé que les deux anciens chefs d'État qui sont allés à Niamey pour aller rencontrer le général Abdourahmane Tiani, ils sont de père et de mère béninois. On n'est pas allé chercher une autre personne quelque part.
Le président béninois n'a pas changé, c'est Patrice Talon. Le président nigérien, ça n'a pas changé, c'est Abdourahmane Tiani. Et aujourd'hui, ce à quoi beaucoup de gens ne s'attendaient pas, en tout cas de sitôt, s'est produit. Donc, après Nicéphore Sogleu et Yaïboni à Niamey, c'est une forte délégation de haut niveau composée de gens bien indiqués qui est arrivé à Cotonou et qui a été reçu par les plus hautes autorités du pays. Et ce que nous disions dans ce studio et ailleurs, Alphonse Moïse encore plus, quand je me rappelle bien le jour où, fatigué de parler de cette affaire, il disait il n'a plus rien à dire. Et puis maintenant que les commentaires, excusez-moi cette expression, que les commentaires se taisent pour que l'efficacité diplomatique, stratégique entre militaires et entre autorités politico-administratives se fasse. Vous avez observé, je suis sûr qu'après le passage de la délégation nigérienne à Cotonou, il a été possible, parce que ce sont des usages en matière de diplomatie, il a été possible que Patrice Talon et Abdourahmane Tiani se parlent, ne serait-ce qu'au téléphone pour le moment. Encore que, comme nous le disions, il peut même se rencontrer physiquement sans être obligé de faire du tapage autour. Vous avez vu même l'audience à Cotonou, il y a eu très peu de messages, de communication autour et ça avance. Donc, je ramène tous ces éléments en souhaitant aussi, en joignant donc ma voix à celle de Moïse dans ce studio et toutes nos voix à celle de monsieur Rabiou Garba et tous les transporteurs et importateurs qui souffrent le matin des deux côtés, demander à nos autorités d'aller, humblement nous leur demandons et respectueusement d'aller au plus vite parce que là, si ce qui se fait aujourd'hui s'était fait dès le début de la crise, peut-être qu'on aurait déjà fini avec ça. Maintenant, c'est que ça intervient au moment où la crise, les effets de la crise sont sentis jusque dans la moelle épinière par les acteurs impactés. Et vous voyez du côté de Cotonou également, nos autorités ont été dans l'honnêteté des chiffres en disant qu'il y a baisse de forme, en tout cas du flux d'activité au niveau du port autonome de Cotonou. Un classement est venu corroborer ça. Et les responsables du port de Cotonou n'ont pas hésité à dire la fermeture de la frontière ou le blocage des flux d'activité entre Niamey et Cotonou en est pour quelque chose. Ce n'est pas la seule raison. Donc, moi, j'estime que ça va vite se passer et je voudrais souhaiter une fois encore qu'à l'occasion de la fête du 1er août, qui est donc dans quelques heures, en tout cas quelques jours pour ne pas dire dans quelques heures, pourquoi pas que Cotonou et Niamey fassent de cette célébration à Cotonou le 1er août de la relance, de la renaissance, de la fraternité et de la bonne symbiose entre les deux peuples et les deux dirigeants, les deux pays, que les frontières soient ouvertes. Et surtout, au cours du séjour de la délégation à Cotonou, j'ai appris avec beaucoup de bonheur que les autorités militaires des deux pays se sont rencontrées. Donc, entre militaires, ils se sont parlé. Et pour les informations qui ont fuité, c'est qu'il y aurait, même pour la question préjudicielle que posaient les autorités de Niamey, à savoir s'assurer qu'il n'y a pas de base militaire à Cotonou, au Bénin, fut-elle, au nord, fut-elle française ou béninoise. En tout cas, ce qui dérange, au dire des autorités nigériennes, c'est que ces bases-là probablement servent à les déstabiliser. Les autorités béninoises ont suffisamment montré leur bonne foi et l'ont proclamé. Oui, serait donc disponible, je dirais même pas serait parce qu'elles l'ont affirmé, prête à permettre à leurs homologues nigériennes de pouvoir vérifier cela. Maintenant, dans combien de temps ça va être? Franchement, j'ai envie de dire, si c'est dans 24 heures que ça se passe, ça va être bien pour les deux peuples, pour tout le monde, encore plus pour Rabiou Garba et ses amis transporteurs et importateurs. Ce serait bon pour nous tous, même nous, journalistes qui sommes ici, nous avons besoin, beaucoup de gens ne savent pas que même pour des familles,
ça a été compliqué. Des gens qui vont étudier là-bas, d'autres qui viennent ici. Franchement, il faut faire quelque chose et il faut parer au plus pressé. Il faut parer au plus précis. Est-ce qu'on doit s'attendre, c'est vrai qu'on le souhaite, est-ce qu'on doit s'attendre à une ouverture de la frontière de sitôt après le passage de la délégation nigérienne? C'est vrai que cette délégation a reconnu la disponibilité des autorités béninoises à clarifier certains points d'ombre par rapport aux interrogations, aux préoccupations en suspens. Est-ce que de sitôt on pourra s'attendre à une ouverture de la frontière? Brice Bielaïti dit rien et absolument rien ne bloque. Il suffit c'est-à-dire que ça peut se discuter. Ce que vous pouvez discuter pendant 10 ans, vous pouvez le discuter en 1 heure d'horloge juste parce que vous avez concédé de vous regarder en face et de vous parler. De mettre sur la table et enfermé dans les 4 murs, quelque part, il dit, mais voici ce qui me pose problème, voici ce qui te pose problème, voici mes garanties. Maintenant, il y a des choses, là où ça peut se passer très rapidement, c'est que il y a tous les goulots d'étranglement n'ont pas besoin d'être traités ici et maintenant avant l'ouverture de la frontière. Il y a des goulots d'étranglement spécifiquement liés à l'ouverture de la frontière. C'est-à-dire, si on ouvre les frontières aujourd'hui, quelles sont les implications, quelles sont les appréhensions de part et d'autre, notamment du côté du Niger, parce que c'est le Niger qui n'a pas ouvert sa frontière. Le Bénin avait déjà ouvert ses frontières dès que la CEDEAO a levé les sanctions. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça n'engage que moi, que si, dans la foulée, même si la CEDEAO revenait aujourd'hui pour dire sanctions encore, le Bénin va dire certainement, avec le Niger, j'ai bien envie de m'entendre, quitte à ce qu'on continue de demander à Niamey d'aller vers tel ou tel régime, et ce n'est pas à moi, Bénin, un tutu personnel de dire à Niamey ce qu'ils vont faire. Encore que c'est toute la CEDEAO qui est disposée aujourd'hui à ce que ça avance. Et le Bénin doit gérer ses intérêts particuliers. Et ça, c'est là où il faut saluer l'évolution dans la démarche du président béninois. Et là, vous sentez qu'il est en puissance, en mode le Bénin d'abord. Il est sur les intérêts du Bénin. Il dit c'est le Bénin qui va souffler. Donc, il n'y a même pas de délai à faire. Moi, si on ouvre les frontières aujourd'hui sous 24 heures, je ne serai pas étonné. Si on peut stratifier le règlement du problème. On peut prioriser la dimension militaire d'abord. C'est-à-dire que les autorités militaires des deux pays s'entendent sous la supervision, sous les auspices d'autres partenaires, mais qui ne sont pas loin, et qui regardent. On dit non, ce qu'il y a là, ça ne pose pas de problème. La présence des Français au Bénin, c'est dans le cadre d'une coopération avec le Bénin, entre le Bénin et la France. Et ce qui est légitime et souveraineté s'entend pour le Bénin, qui ne doit pas donc être obligé de faire exactement comme le Niger veut. Le Niger non plus n'est pas obligé de faire exactement comme le Bénin veut. Mais si on peut se donner les garanties que si on ouvre les frontières, les populations des deux côtés ne vont pas être inquiétées, eh bien pourquoi pas. Le reste, on peut dire comment on s'entend après pour que le pétrole nigérien commence à couler encore à travers le pipeline pour venir à ses mains. Encore que, quand on va arriver au niveau du pétrole, le seul problème, le seul quoi qu'il va avoir aujourd'hui, ce n'est pas Cotonou. Il y a encore des terroristes qui frappent là-bas. Donc, on n'aura pas besoin d'attendre de régler tous les pans du contentieux avant d'ouvrir les frontières. On peut prioriser ça, et ça peut se régler en 24 heures. Et j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit qu'en interrogeant l'histoire, ce n'est pas de mon temps, j'étais même pas encore né. J'ai appris, en tout cas, il y a longtemps quand même. Bon, après, je me rappelle pas l'année. Peut-être que Moïse s'en souviendra. Il pourra m'aider. Il paraît que, oui, je sais qu'il y avait eu des crises une fois dans l'histoire entre le Bénin et le Niger. Ce n'était pas forcément lié à des questions de pétrole. Et lorsque une forte colonie béninoise a été presque renvoyée du Niger, il paraît que le Premier ministre nigérien d'antan avait constaté les dégâts et descendu à Cotonou pour rencontrer le président en exercice en son moment, alors que la crise était à son paroxysme, pour lui dire: mon frère, regarde-moi, ce que nos parents vivent, d'accord, ce que nos parents vivent de part et d'autre de la frontière, c'est énorme, c'est horrible.
prenons les décisions et arrêtons la saignée. Et ça a été fait. Après, on peut voir s'il y a d'autres contours à voir. Donc, franchement, disons, c'est vrai, on peut dire que nos voix dans ce studio ne sont pas les plus autorisées, mais je sais que nous avons des autorités qui nous écoutent et qui savent être sensibles donc aux voix des sans-voix que nous sommes dans ce studio. Est-ce qu'on peut envisager, après l'ouverture de la frontière, Alphonse, possible soulagement des transporteurs, aller peut-être à un dédommagement de transporteurs organisé, reconnu comme tel, ou des facilités à eux offertes pour les soulager? C'est vrai que il faut aller vite, ouvrir la frontière, mais il faut s'entendre sur le minimum. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts. Ça fait pratiquement 12 mois que des gens n'exercent plus. Certains prennent le risque d'exercer. Et puis bon, il faut s'entendre sur le minimum. C'est-à-dire que ceux qui ont perdu, vous savez, en temps de Covid, quand il y a eu beaucoup de dégâts, on a essayé de voter un budget pour soulager les uns et les autres. On fera de même, parce que il y a certains qui ont disparu, parce que n'ayant pas les moyens de faire ce labyrinthe-là en passant par des voies détournées, et bon, d'autres avaient des prêts en jeu avec des banques. Il fallait chaque mois rembourser ce qu'on a emprunté à la banque, et il y a des difficultés. Donc il faut, c'est ce que j'appelle le minimum. Même si les chefs de l'État, les deux chefs d'État s'entendent pour ouvrir la frontière, il faut qu'il y ait un minimum de consensus, c'est-à-dire que ceux qui se sont sentis lésés, ceux qui ont perdu quelque chose, il faut les soulager et qu'on se dise plus jamais ça. Quand je dis plus jamais ça, c'est que quand vous voulez prendre une décision, il faut réfléchir aux conséquences immédiates et futures, parce qu'on aurait pu faire autrement. Maintenant, on a décidé de fumer le calumet de la paix, forcément après parce que j'ai suivi un peu le général Mohamed Toumba en face de ses compatriotes. Il va rendre compte à qui de droit. Il est déjà rentré, il a rendu compte. Et ce que je salue dans cette affaire-là, c'est que plus de commentaires désobligeants. Les gens ont compris que c'est ces commentaires-là qui enveniment la situation. L'essentiel pour moi, c'est qu'on aille très vite, qu'on peut-être regroupe les transporteurs. Ils ont leur association, ils ont diverses associations, qu'on discute avec eux pour voir dans quelle mesure, que ce soit au niveau de la douane, est-ce qu'il ne faut pas leur accorder des moratoires, pas que leur accorder des exonérations sur un certain nombre de produits, le temps qu'ils ne recouvrent ce qu'ils ont perdu, parce que forcément ils ont perdu quelque chose. Donc il faut s'entendre sur ça, parce que ça sera trop facile. Qui le fera? Les États? Les deux États. La CEDEAO, vous savez, la CEDEAO a des fonds prévus. Je voudrais que si nous voulons aller de l'avant, qu'on n'associe plus la CEDEAO à quoi que ce soit. Vous savez, le grief que les Nigériens ont, c'est avec la CEDEAO. Et quand vous suivez un peu, moi j'ai suivi religieusement le général Toumba, il dit mais non, quand la CEDEAO a demandé au Bénin de fermer la frontière, le chef de l'État béninois aurait pu se rapprocher des autorités nigériennes pour comprendre les tenants, les aboutissants de ce coup d'État-là. Ça n'a pas été fait. Donc il a rappelé un peu ce qu'on reprochait au Bénin. La CEDEAO, on n'a pas besoin. Et Jules l'a dit, deux voisins ont des problèmes. Pourquoi vous allez chercher quelqu'un à l'extérieur? Lui, il va régler le problème en tenant compte de ses intérêts de l'heure. Il ne va pas vous arranger. Donc, je voudrais que désormais, qu'on aille dans ce sens-là, qu'on ne prenne plus de risques en fermant la frontière, parce que, j'ai dit et je répète, le général Tiani et sa famille vivent tranquillement. Ils sont au beurre. Le président Patrice Talon, il vit tranquillement avec sa famille, parce que eux sont des hommes politiques, mais ceux qui exercent cette activité-là, ils ont des difficultés. Ils ont difficilement, leurs enfants ont terminé l'année scolaire, difficilement se sont acquittés de leurs engagements vis-à-vis des banques qui leur avaient fait confiance pour mettre à leur disposition des crédits. Donc il faut qu'on réfléchisse désormais pour que cette situation-là en arrive, parce qu'il y a eu plus de dégâts. C'est tellement qu'il y a des gens qui sont morts, parce qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens dont les familles sont disloquées, il y a des gens qui ont perdu peut-être leurs époux, parce qu'il n'y a plus rien dans la maison à manger, madame, ça va. Donc il faut essayer de régler ça, mais je voudrais qu'on trouve un mécanisme pour dédommager les transporteurs qui auraient perdu beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Merci, Alphonse. Oui, vous voulez placer un mot, Jules? Oui, très rapidement, pour insister sur quelque chose, et je le dis de la façon la plus grave. Franchement, c'est parce que
votre rôle dans ce studio, c'est de poser des questions et vous êtes autorisé à poser toutes les questions. Sinon, je trouverais votre démarche aussi vicieuse que l'idée d'autres personnes de ramener cette histoire de CEDEAO pour nous dans ce qui se joue de bien, de beau et d'inspirant. Mais la CEDEAO est comptable de ce qui se passe je vous en prie, pays. Depuis le Bénin est en train de gérer son sort, de gérer... Est-ce que la CEDEAO venait à la rescousse du Bénin? Donc, sincèrement, maintenant que le Bénin est en train de trouver ses bons tuyaux, ses bons filons pour s'entendre avec son frère... Il faut que la CEDEAO s'en écarte. Sincèrement. C'est comme on le dit chez nous, traditionnellement, passer un coup de main sur vos lèvres et ne répétez plus CEDEAO dans cette affaire. Excusez-moi, cette manière de mais à la communauté, il y a des fonds prévus pour gérer les personnes vulnérables en période de crise. Je vous en prie, quand vous allez rentrer dans ça, là, la CEDEAO va sortir le fonds là, comment pour aller indemniser des citoyens ou des opérateurs économiques d'un pays sous sanction de la CEDEAO, pour que vous savez si les Nigériens ont besoin de ce que j'appelle là un don liant. C'est un don liant. Je dis, je ne reconnais plus la CEDEAO. Je dis, je ne suis plus membre de la CEDEAO. Et vous me demandez que, pour avoir subi des drames... C'est pas que le Niger, il y a le Bénin également. Attendez, le Niger va demander en ce moment aux Béninois, ok, c'est bon, allez seul voir CEDEAO pour être indemnisé. Nous, j'arrête les discussions. Ça va créer en fait d'autres problèmes. Franchement, il faut plus le faire. Et puis, autre chose, je dis... Pour ce qui est de la manière, puisque le sujet c'était d'abord par rapport au cri de détresse donc de ces transporteurs et importateurs, ce qu'il faut déjà faire, c'est qu'il faut pas, il y a un piège dans lequel il faut pas rentrer aussi. Il faut pas rentrer dans des formes d'indemnisation où les gens vont s'attendre à ce qu'on leur donner de l'argent. Vous allez voir, dès qu'on va aller sur ce temps-là, on va dire il faut prendre un temps pour recenser les gens, pour faire ceci et cela, et les syndicats de ces opérateurs. Il faut faire quoi? Il y a des syndicats. Il y a des syndicats qui vont naître dans la période là, quand on va dire il faut donner de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? En ouvrant la frontière déjà et en sécurisant le corridor, vous allez constater que celui qui n'a pas travaillé depuis, qui n'a pas mis ses camions en route et qui les met en route, même s'il a eu des pertes, il commence déjà, il reprend les activités, le transporteur, le chauffeur, tous ceux-là reprennent, ils poussent un ouf de soulagement, même s'ils ont des dettes à régler. C'est déjà un pas. Deuxième chose, ils payent des taxes. Du côté du Bénin comme du côté du Niger, les deux pays, la douane des deux pays peuvent s'entendre avec l'autorisation des autorités supérieures pour réduire les taxes, les impôts qu'on leur prend et puis leur faciliter la tâche. Dès qu'on va faire de ces choses pratiques, puisque c'est des gens, leurs activités là, ça passe ou ça casse, c'est pas des choses où on ne sait pas. C'est le nombre de camions que le monsieur sort, la quantité de marchandises qu'il fait transporter qui tombe de l'autre côté et tombe aux mains des acquéreurs, c'est ça qui lui permet, lui, de gagner de l'argent. Et il gagne du cash. D'accord? Donc, en fait, il faut leur offrir des facilités. Voilà. Okay. Et maintenant, si, là où on peut les recenser, c'est de voir, par exemple, des sociétés qui sont bien constituées régulièrement et qui menaient ces activités de transporteurs et d'importateurs qui ont des difficultés avec la banque. L'État a des mécanismes pour les accompagner, par exemple, et la signature de l'État est importante pour les aider au niveau des banques, par exemple, à donner des rallonges sur les échéances de remboursement de telle ou telle date, des facilités. Parce que ces banques-là aussi ont quelque part besoin de ces transporteurs, de ces importateurs. Et puis l'État, dans sa globalité, a besoin que ces acteurs économiques-là se portent très bien. Et donc, voilà des choses pratiques qui peuvent être faites. Sinon, des indemnisations sous forme de ce qui a été fait dans la période de la Covid. Je vous en prie, ce qui a été fait dans la période de la Covid là a été pensé beaucoup de mois derrière et je ne voudrais pas que ce soit un blocage. Ça peut se faire après, mais il y a des choses pratiques ici maintenant qui peuvent être faites et pour que les transporteurs et les importateurs et toutes les autres catégories connexes d'acteurs économiques qui vivent donc de cette activité puissent s'en sortir. Bien sûr, il y en a beaucoup. La dame qui vend des viandes de brousse sur ce chemin-là, elle, on ne parle pas d'elle, mais allez lui poser la question, elle dira tant que ces messieurs ne passent pas par là, je ne peux plus nourrir ma famille. Ceux qui soulèvent, qui font les chargements, qui à Cotonou, ici on veut charger les camions, le nombre de marchandises que tu mets sur la tête pour aller vers le camion,
millions, c'est pratiquement le même soir qu'on vous paye ou bien on vous paye par semaine. Donc celui-là, là, depuis des mois, il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il a pu s'empêcher de se suicider? On ne sait pas. Est-ce qu'il est devenu délinquant? On ne sait pas. S'il a sombré dans la drogue, si, comme Alphonse le dit, sa famille est disloquée, on ne le sait pas. Franchement, allons vers des solutions applicables et opérationnelles tout de suite. Merci à Jules et à Alphonse sur ce sujet-là. Nous allons passer à un autre. Le Bénin célèbre, vous le savez, dans quelques jours, le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. En de pareilles circonstances, le chef de l'État a coutume de s'adresser à la nation, mais il faut dire déjà d'entrée que ces rendez-vous ont été manqués ces 2 dernières années, en 2022 et 2023, Alphonse. Mais oui, il y a eu 2 rendez-vous manqués. Moi, j'aurais vivement souhaité que le chef de l'État, c'est vrai que c'est peut-être l'avant-dernier discours qu'il fera dans ce cadre-là avant de partir. Bon, écoutez, c'est un discours politique. On va nous abreuver de chiffres, on va nous abreuver de projets à réaliser. Bon, on n'a pas le choix, on est obligé d'y croire. Mais ce que moi je voudrais, c'est que le chef de l'État nous dise dans ce discours-là comment on va faire pour que le port remonte la pente. Et qu'on nous dise comment on va faire pour que le port... On va y revenir. Mais avant, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois ont le cœur véritablement à la fête? Non, personne ne peut dire qu'il a le cœur à la fête. On voit comment ça se passe. On est obligé d'organiser la deuxième phase de la tournée dans les arrondissements pour essayer de convaincre les gens. Ce qui est fait, tout le monde devrait voir ça. Parce que c'est proximité. Si je vis dans un arrondissement, s'il y a des nouveautés, il y a des changements dans mon arrondissement, je suis à même quand même de les constater. Personne n'a besoin de venir d'ailleurs pour me dire dans ton arrondissement on fait ci, on fait ça. Donc certains Béninois se disent écoutez, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Alors Jules, vous observez ce qui se passe autour de vous. Est-ce que aujourd'hui les Béninois ont le cœur à la célébration, par exemple, de la cession du Bénin à l'indépendance? Je vais vous surprendre. Parmi toutes les fêtes qui sont célébrées en République du Bénin, la seule fête que nous sommes tenus moralement au nom du patriotisme de célébrer, que nous soyons contents ou pas, que nous ayons bonne mine ou pas, eh bien c'est la fête du 1er août. Ça n'a pas changé. C'est la seule occasion où chacun vient prendre sa part, vient réaffirmer sa part de souveraineté, de patriotisme. C'est comme si la terre du Bénin est partagée aux 12 millions de Béninois. On vous demande le 1er août que chacun vienne poser son pas sur sa petite parcelle qu'on lui a donnée. Et c'est pourquoi il y a une année, je faisais des observations sur l'absence de certaines autorités, certaines personnalités de ce pays qui avaient choisi de boycotter cette fête-là sous prétexte qu'il y avait des choses à reprocher au gouvernement en place. Et j'avais dit notamment que c'est une manière de faire croire que la célébration du 1er août, c'est la fête de Patrice Talon, le président qui est là. Non, c'est la fête nationale, c'est la fête de tous les Béninois. Quand on aura changé, on prendra une autre date. Ce jour-là, si moi je suis acteur politique de ce rang, je suis responsable de telle ou telle institution et que je sois content du régime en place ou pas, ce jour vous me verrez là. Que ceux qui veulent prendre ça comme une manière de donner caution à 1000% au régime qui est là, le fassent, ils auraient fait de mauvaises analyses. Tout est dans ce que je mets et ma propre communication que je fais autour de ma présence. Cela m'amène, si je ne sais pas si nous sommes déjà sur le terrain de ce qu'on peut attendre du discours du chef de l'État. On va y arriver. Sinon, moi, je pense que les Béninois... Je voudrais savoir... Les Béninois, non, la fête du 1er août... Je voudrais savoir, 64 ans d'indépendance, est-ce qu'aujourd'hui on peut se satisfaire du chemin parcouru?
Je vais là encore vous surprendre en disant il faut qu'on change de prisme d'analyse. En quoi faisant? Oui, il faut cesser de dire de répéter des chansons qui font la promotion du chaos, qui installent le chaos dans nos têtes. Non, on n'a pas été nuls de 1960 à aujourd'hui. Et puis chaque époque avec ses réalités. Dans la marche d'un pays vers le développement, chaque dirigeant, chaque régime qui vient n'est pas là pour gagner la guerre contre la pauvreté, contre le sous-développement. C'est pour gagner une bataille, 2 ou 3 batailles, et laisser d'autres qui leur succèdent gagner d'autres batailles pour qu'un jour, de bataille en bataille, nous puissions avoir la victoire, donc gagner la guerre. De 1960 au début de l'escale révolutionnaire de 1972, tout ce qui s'est passé, pour moi, ça relève de l'ordre normal des choses. On sort donc de la domination officielle et officieuse, donc à 100% du colon. Les intellectuels africains, les intellectuels béninois, aux mains de qui le pays est tombé en ce moment, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient. En ce moment, il fallait donner l'impression, installer dans la tête des Béninois, des citoyens béninois, ce sens de patriotisme, de souveraineté, donc d'indépendance. Et ça, c'était beaucoup plus dans des questions d'idéologie. Et puis après, vous avez observé que ça a révélé l'ethnisation ou la régionalisation outrance du pouvoir d'État, ce qui a donné lieu à ce que vous avez appelé ici le monstre à 3 têtes. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a observé que même si nous sommes attachés à nos régions, à nos ethnies, il faut mettre fin à ça de sorte à ce que tout le pays élise des dirigeants, y compris un président de la République. Bon, Mathieu Kérékou vient, il fait 17 ans d'escale qu'on a traité de dictatorial parce que c'était le parti unique, la pensée presque unique, mais il y avait toujours des poches de respiration. Ça, c'est la quête de la démocratie toujours. Il y avait les communistes, même s'ils étaient au maquis. Leur pression, ça a donné. Il y avait des gens de l'intérieur du régime révolutionnaire, mais qui n'étaient pas des caciques, qui disaient dans les oreilles de Mathieu Kérékou, non, il faut aller vers autre chose. Il faut laisser le pays souffler au niveau des libertés. Il faut donc regarder le développement économique. Les fils et filles du pays qui sont à l'étranger, s'ils viennent, ça va apporter un boom économique. Nous sommes allés, l'asphyxie du pays aussi aidant, nous sommes allés à la conférence nationale. Ça n'est pas rien, on ne peut pas dire que c'est zéro. Et à la conférence nationale, on a réglé 2 problèmes fondamentaux. On a fait ramener tous nos compatriotes qui étaient à l'étranger, qui pouvaient contribuer au développement. Ils ont contribué à la réflexion, à la production intellectuelle. Les mécanismes étaient là. Et ils ont libéré les esprits. Les libertés fondamentales, j'ai l'impression, sous certains pans, on a même exagéré parce que c'était nécessaire. Le ballon de la quête de la liberté était gonflé. Quand on l'a fait, on a manqué peut-être un coach pendant qu'on s'abordait, on faisait 10 ans de renouveau démocratique. C'est pourquoi ils ont parlé de renouveau. Ça veut dire qu'il y a eu démocratisation avant. Et renouveau démocratique, 10 ans, il faut évaluer. Pour voir, est-ce que tout ce qu'on a commencé en 90, il faut maintenir, qu'est-ce qu'il faut améliorer. 20 ans, donc 10 ans après, une nouvelle génération, il faut faire. Et quand on va arriver à 30 ans, on ne serait pas là, on ne serait plus là à être en retard dans un certain nombre de réformes institutionnelles, politiques et économiques pour que le président Patrice Talon élu en vienne à impulser des réformes avec son style de turbo qui donne des résultats, mais qui fait aussi des grincements dedans. C'est simplement parce que on n'a pas su très tôt réfléchir à un certain nombre de choses. Maintenant qu'il a commencé, on réfléchit avec lui. Et ce qui se fait aujourd'hui, le Bénin n'est plus le Bénin d'hier, sur le plan du développement, sur le plan de mise à la disposition de la politique, des libertés qui se mettent au service du développement. Il y a du résultat. Aujourd'hui, les libertés s'exercent. Et comme la quête des libertés, c'est une quête permanente, parce que si vous laissez vos libertés dormir, on va vous les arracher, quels que soient les dirigeants qui seront là. Les libertés sont là, mais on travaille à avoir plus de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais on vous rappelle qu'il faut le faire suivant les tests. Et quand vous êtes en conflit avec ces tests de par vos actions, plus qu'hier, on vous fait répondre de ces actes que maintenant, là où dans le processus pour vous faire répondre de ça aussi, il faut surveiller de sorte à ce qu'il n'y ait pas des abus. Mais il n'y a pas, c'est pas lié à un régime. Donc pour moi, de 1964 à aujourd'hui, mais c'est quand même du chemin. Vous êtes heureux quand vous regardez dans le rétroviseur. Mais maintenant, non, c'est pas une question d'être heureux. J'ai l'impression que ce qu'on a fait de bien, considérons à partir de maintenant
on a chanté depuis là que tout, rien n'est fait et tout. Et puis quand on finit de célébrer le 1er août là, nous repartons dans nos maisons avec l'idée que un an après, on va dire les mêmes choses. Aujourd'hui, même si c'est une petite portion de succès que nous avons eu, ce sont nos succès mérités. Passons le temps à célébrer, à chanter nos succès aussi. Et vous allez voir, ça va changer le mindset même de tous les Béninois. Parce que quand vous mettez dans la tête, si vous prenez votre enfant qui a fait 10 matières et qui a travaillé dans 3 matières, si vous ne lui parlez que de cette matière où il n'a pas eu la moyenne tout le temps, quand il va commencer la rentrée, il va faire 15 matières, il va rater la moyenne dans 14. Dites-lui les 3 là. Chantez-lui tellement ça que vous allez voir les 3 là, il va maintenir ses acquis, il ira plus loin et il va engranger des succès sur les 7 ou le pays aussi est comme ça. Célébrons ce qui est fait de très bon. Demandons à tous ceux qui vont prendre la tête de ce pays après Patrice Talon et bien d'autres personnes après, ne mettez plus jamais la barre moins haut que Patrice Talon en termes de bonne réalisation, et sur les erreurs éventuelles que Patrice Talon aurait commises, disons à ces personnes-là, à ce niveau, de travailler à les améliorer. À les améliorer. Et puis on va y aller. Donc il n'est pas question de festoyer, on n'a pas besoin, on n'a pas dit aux gens de tuer des moutons, de fêter comme on fait 1er janvier ou non, c'est pas une fête religieuse. On va écouter Alphonse sur la question. Est-ce qu'on peut se réjouir du chemin parcouru, Alphonse? Si vous avez un ami médecin, il faut l'interroger, vous dira pourquoi les gens meurent régulièrement maintenant d'AVC. Il faut lui demander ça. Il faut lui demander ça. Demander au médecin pourquoi. Ça ne se dit pas à tout le monde, ça ne se dit pas, mais les gens meurent tranquillement chaque fois d'AVC. Allez leur demander ça et vous saurez si les Béninois vivent mieux. Moi, je m'en arrête là, mais je dis, il faudrait que, moi, les attentes du chef de l'État, moi, je n'ai rien promis aux Béninois, mais j'ai entendu le chef de l'État, lors de la campagne de 2021, nous dire qu'on va nous construire des lycées agricoles. Je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Depuis 2021, je n'en ai pas vu. Et dans le discours, on avait donné un délai. Le ministre Donato nous a parlé des logements sociaux qui seraient libérés dans un bref délai. Je n'en ai pas vu. Je voudrais bien, moi, c'est qu'on m'explique quand même pourquoi on n'a pas pu réaliser ce qu'on a promis soi-même. Et tout le monde connaît ma région par rapport au marché, j'en parle tout le temps, PAG1, PAG2, c'est vrai que en quinconce, on est en train d'inaugurer les marchés, on a déjà inauguré quelqu'un d'autre, je dis, mais pourquoi c'est comme ça? On a parlé des stades, je dis, avant que le chef de l'État ne parte en 2026, faisons le point de ce qui a été promis aux Béninois et qui n'a pas été réalisé, qu'on nous dise les raisons pour lesquelles ces choses-là n'ont pas été réalisées, parce que c'est les lycées agricoles, ça ferait du bien à tous les Béninois, parce que nous sommes d'accord que dans ce studio, nous avons déjà dit les formations académiques ne développent pas un pays. Il faut des techniciens et le chef de l'État a bien fait de nous promettre des lycées techniques modernes qui prendraient en compte les nouvelles réalités. Je n'en ai pas vu, moi, Alphonse Soulé. Et puis les stades qui doivent respecter les normes internationales, je n'ai pas vu. La preuve, ce stade de l'amitié, on l'a botté à la touche. Donc il y a beaucoup de choses. Moi, mes attentes, c'est qu'on nous explique pourquoi on n'a pas pu réaliser ce qu'on a promis. Parce que chaque président, et c'est ça que je reproche à cette Béninois, depuis 1960, chacun vient à écrire sa page de l'histoire. Chacun vient à écrire sa page de l'histoire. Je ne comprends pas ceux qui pensent que le président Patrice Talon a écrit sa page de l'histoire. Ce qui est sûr, quand il va partir de pouvoir, il y a des infrastructures, on va dire, c'est sous son magistère qu'on a construit. Mais je dis ce qu'on a promis soi-même, on devrait a priori réaliser ça, parce que c'était avec une certaine verve. Et vous savez, avant de venir dans ce studio, je me suis amusé à aller sur YouTube à regarder un certain nombre de vidéos de ce qu'on a promis aux Béninois, parce que depuis 2 ans, on n'a pas eu droit à ce discours-là. On veut relancer ça, parce qu'après ça, il y aura celui de 2025, et on n'aura pas la possibilité de faire celui de 2026. Donc, il faut déjà qu'à travers ce discours-là, qu'on fasse à moins de 2 ans de la fin du second mandat, qu'on nous dise quand même
quel est le chemin parcouru? Est-ce que les Béninois mangent à leur faim? Est-ce que les Béninois se soignent facilement? Est-ce que les Béninois sont en sécurité? En passant, je remercie la police républicaine, parce que chaque fois quand je rentre maintenant, à chaque 10 mètres ou bien 20 mètres, je vois les jeunes policiers qui sont là pour dissuader les récalcitrants. Et je dis, vous allez entendre les Béninois dans le port du casque ont relâché depuis que nous avons les policiers sur la voie. Tout le monde se tient droit. Et on nous dit, ici c'est pour les motos, ici c'est pour les voitures, c'est déjà quelque chose, mais ce qui n'a pas été fait, parce qu'on dit le train qui vient à l'heure n'intéresse personne. C'est quand le train vient en retard que tout le monde s'inquiète. C'est le chef de l'État qui a levé la main pour diriger le Bénin, pour faire notre bonheur. Il faudrait aussi, pour finir, qu'on nous fasse le point de toutes les réformes initiées. Est-ce que les réformes ont porté les fruits ce qu'on a promis par rapport aux réformes? Est-ce que les objectifs fixés en initiant la réforme sont atteints? S'ils ne sont pas atteints, qu'est-ce qu'on promet aux Béninois pour que l'on puisse ici? Parce que moi, je vois déjà, je ne vois pas le chef de l'État en train de faire de nouvelles promesses. Celles qui ont été faites doivent être réalisées. Je ne dis pas à 100%, mais quand même à un taux raisonnable. Le chef de l'État, Jules, à cette tradition est attendu sur un bref bilan de sa gouvernance et également les perspectives de cette gouvernance-là. Qu'est-ce qui préoccupe, j'allais dire, les Béninois aujourd'hui véritablement sur lesquels ils attendent son Excellence Patrice Talon? Alors, très rapidement. L'avantage, ce qui va être avantageux pour ce discours, cet exercice que le chef de l'État fera cette année, c'est le contexte. Voilà, ça intervient dans un contexte où il y a eu tout récemment, il y a quelques mois, quelques semaines, une première phase de reddition de comptes du gouvernement, des actions du gouvernement à travers tout le pays. Ça veut dire que le gouvernement a eu l'occasion, soutenu par les partis politiques de la majorité présidentielle, d'expliquer aux populations ce qu'il a fait. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment de choses qui se trouvent déjà dans la tête des Béninois, dans leur cœur. Et entre-temps, au cours de cette tournée-là, les Béninois ont eu la possibilité également, ont eu le temps pour donc exprimer ce que j'appelle leurs besoins, leurs intérêts et leurs aspirations au peuple et aux gouvernants pour dire donc ce qu'il y a à améliorer. Il y a une deuxième phase de la tournée qui se fait dans les arrondissements. Ça veut dire que le chef de l'État, quand lui viendra faire ce discours, il ne passera plus beaucoup de temps sur les réalisations, d'accord? Et ça lui permettra, si ce discours était divisé en 3 parties, d'avoir les 2 tiers qui lui permettent de répondre, de prendre des engagements par rapport à des choses peut-être en retard, comme il le dit Moïse, pour dire ce qui va être fait, pour dire aux Béninois par rapport aux rapports qui me sont revenus après ces tournées de reddition de comptes, vous avez posé tel problème, voici comment je compte faire. Vous avez posé tel problème, voici ce qui est en route. Et voici globalement, sans être dans les chiffres, trop de chiffres en termes de délai, parce qu'il y a d'autres contingences après, pour dire, des périodes quand même, où ça à court, moyen, long terme, ce qui peut être fait, surtout que le long terme devra être au plus tard, donc en 2026. Donc, les tournées de reddition de comptes ont été pour moi une manière très intéressante de faire un terreau pour que le discours du chef de l'État soit une réponse à des besoins, à des intérêts exprimés et à des aspirations. Je voudrais ajouter un détail. Très rapidement, la plume du chef de l'État, celui qui écrit les textes, et je veux qu'il dise, écoutez, on manque de courant. On manque d'eau. Moi, j'ai dû m'énerver parce que je ne peux pas faire en moins de 21 jours 35 000 francs d'électricité, d'eau. Je ne reste même pas à la maison. La facture descend comme ça à 35 000. On vous dit, payez d'abord, vous allez réclamer un peu. C'est quoi ça? Parce que je dis, on a dit le minimum. Les Béninois auront l'électricité, ils auront l'eau, mais ceux qui habitent dans les zones d'aqua comme moi, les arrondissements qui sont là-bas, vous savez ce qu'on fait demain avec le courant. Alors, vous savez ce qu'on fait demain avec l'électricité. Donc, il faut qu'on nous explique. Moi, on ne veut pas, tous les Béninois ne veulent pas construire de châteaux. Ils ne veulent pas acheter des caisses, mais ils veulent que s'ils rentrent chez eux, qu'ils aient le courant pour que les enfants apprennent
les leçons. Il veut que le matin, avant que l'enfant n'aille à l'école, qu'il trouve de l'eau pour se laver. C'est simple. C'est au cours de ce discours, vous permettez que la grâce présidentielle est également accordée. Les appels à la grâce présidentielle des détenus politiques et des exilés politiques fusent actuellement de toutes parts. À quoi devrait-on s'attendre? Non, globalement, la grâce présidentielle, c'est vrai, c'est le chef de l'État qui en détient la prérogative. Il peut l'exercer et il suffit, ce qui peut être le détonateur pour ça, c'est cette disposition à renforcer la cohésion au niveau de l'espace politique. Vous voyez, c'est l'occasion pour moi, déjà que je constate qu'il se parle, que le chef de l'État parle avec, par exemple, l'ancien président Nicéphore Soglo, qu'il parle avec Boni Yahi, que les deux personnalités là soient présentes déjà, s'engagent, ou avant, même communiquent pour dire, on sera au 1er août. Vous allez voir l'effet que ça va produire. Que les questions que les gens se posent par rapport aux affaires politiques et électorales dans la perspective de 2026, que les mots justes venant du chef de l'État soient dans le sens de dire il n'y aura pas péril en la demeure par rapport à ça. C'est lui qui voit après dans l'opérationnel qu'est-ce qu'il promet, qu'est-ce qu'il ne promet pas. Pour la grâce présidentielle, oui, il peut décider. Je le souhaite aussi, si tant est que, et je pense que nous sommes convaincus qu'il y a des gens qui se trouvent dans nos prisons aujourd'hui, qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle. D'autres en ont bénéficié. Et s'il y en a qui sont encore là, qui peuvent en bénéficier, pourquoi pas qu'ils remplissent les conditions. Mais après, apprenons à dire aussi à la population que la grâce présidentielle, ça ne se joue pas sur un coup de tête où le chef de l'État, il suffit qu'il fasse un discours et quand le discours finit, eh bien, les gens sortent des prisons. Il y a, du point de vue juridique, beaucoup de démarches qui se font. Et quand, par exemple, les techniciens, l'administration judiciaire ne fait pas, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais s'ils ne font pas bien le travail pour soumettre des dossiers, des fiches assez prêtes au chef de l'État, il ne pourra pas dans ce timing le faire et à tout moment il peut le faire, il n'est pas obligé de le faire. D'accord. Moi, par rapport à ça, je voudrais que le chef de l'État, au-delà de la grâce présidentielle, qu'il promette au Béninois qu'il ferait tout pour que la loi sur l'amnistie soit votée, parce que là, c'est un peu plus large que la grâce présidentielle. Que le chef de l'État prenne déjà l'engagement pour dire, par rapport à l'élection de 2026, je laisse le jeu ouvert, je n'exercerai pas une influence, je n'empêcherai pas des gens d'être candidats. Que le jeu soit ouvert, c'est ça que les Béninois attendent, quoi. Donc le jeu était fermé. Je voudrais quand même qu'on dise un mot ça, sur... juste un mot, hein. C'est vrai que le temps qui nous est imparti est épuisé. Un mot sur cette attaque au parc W. Vous savez que les attaques ont augmenté ces dernières années dans cette zone. Est-ce que la réponse militaire aujourd'hui est forcément suffisante? Nous sommes dans un pays où les réalités endogènes ne sont pas négligeables. Jules, est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà? Oui, on doit aller au-delà. Très rapidement. C'est trois petites choses. Un, il faut interroger nos traditions, nos religions, les dépositaires de la tradition. Ils ont des solutions. Il faut leur dire, nous avons envie de faire face à un ennemi que nous ne voyons pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça n'a pas besoin de publicité. Donc, il y a des solutions. Deux, il faut renforcer les solutions pour sortir les populations des zones frontalières, de ces zones-là, de l'extrême pauvreté, pour que les groupes terroristes aient de moins en moins de personnes à recruter. Parce que pour que ces groupes-là aient du succès, c'est quand ils commencent par recruter au plan local. Et puis, troisièmement, il faut donc une communication de paix autour de cette question. Il ne faut pas une communication de guerre, mais les solutions militaires continuent d'être des solutions qui ont leur efficacité. Mais vous savez, le terrorisme, il y a encore quelques années derrière, nos armées africaines n'étaient pas véritablement préparées à ça. Aujourd'hui, il y a eu des formations qui ont été faites et j'espère que ça va bien se passer. Paix aux âmes de nos compatriotes qui sont tombés. Alphonse Moïse. Voilà. Moi, je dis, il faut promouvoir une communication de paix. Une communication de crise, nous sommes en temps de crise. Mais je dis, c'est pourquoi je reviens. Les éléments s'imbriquent. Si j'ai faim, si j'ai pas de boulot et que quelqu'un veut me proposer une sale besogne, moyennant quelques billets, écoutez, je vais y adhérer. Je vais y adhérer, c'est ça. Et je rejoins qui dit, il faut régler ces petits problèmes-là, parce que quelqu'un qui a faim, qu'on lui dit, bon, viens, on a vu comment Boko Haram a évolué pendant longtemps, donc il faut associer tout le monde. C'est pourquoi moi je dis, les chefs quartiers, on sait qui habite où, on sait qui vient là, on sait ce qui se passe dans la nuit, c'est
ce n'est pas on ne peut pas répondre forcément par une réponse armée, mais il faut aller en sous-bassement pour voir qu'est-ce qui peut... Parce que depuis là, personne n'a revendiqué. J'ai envie de dire que peut-être c'est des voyous qui se sont regroupés pour faire ça. Sinon, les organisations sérieuses, quand ils font ça, ils se dénoncent, quoi. Ils revendiquent, c'est moi qui ai fait ça. Nous allons forcément revenir sur cette question-là. Merci à Alphonse Moïse Soudé et Jules Léandre Kéti. Nos invités de ce lundi, nos partenaires d'ailleurs du lundi sur Actu et Débat qui se referment. Merci à la participation technique de Patrice Béja, prise de vue Job Chikpe, présentation Brice Bill Aïtieji. À très bientôt. Actu et Débat.